Bonjour. Avant d'aborder ce qui constitue à mon avis un paradoxe incroyable dans la situation que nous subissons, je voudrais vous livrer deux informations. La première concerne cette chaîne. YouTube m'a demandé de choisir un identifiant. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais mon choix a été vite fait. Mon identifiant, c'est ça. On peut atterrir sur ma chaîne en tapant cette adresse ou en cherchant mon nom dans un moteur de recherche. La parole libre, c'est ce que je m'emploie à utiliser. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, cette vidéo ne fera pas exception à la règle. Deuxième info. Je vous indique la sortie prochaine d'un opuscule portant sur le wokisme. Un exemple de parole libre s'il en est, dans l'esprit du débat, de l'échange. Vous pourrez vous le procurer sur Amazon pour la modique somme de 5 €. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce sujet, évidemment. Aujourd'hui, je voudrais aborder un paradoxe que tout le monde fait mine d'ignorer et qui pourtant est au cœur de la situation politique et sociale française. Macron est minoritaire, il est rejeté, les Français n'en veulent plus. Et pourtant, ça continue. Voilà qui est paradoxal, non? Plus précisément, le président Emmanuel Macron provoque l'hostilité et concentre la haine des Français comme aucun de ses prédécesseurs n'y était parvenu. Depuis la période Gilets jaunes, ça s'est pas vraiment arrangé avec l'inflation, le coût de l'énergie, avec la situation catastrophique des services publics, l'impossibilité pour des millions de finir le mois, de se soigner, de se loger, d'éduquer ses enfants, de vivre tout simplement, et non seulement de survivre. Le rejet de Macron et de son gouvernement se renforce. Les Français très majoritairement n'en peuvent plus, et pourtant. Dernièrement, il y a eu la marche appelée par Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Les organisateurs ont annoncé 160 000 participants, la police comme à son habitude, beaucoup moins. La guerre des chiffres est absurde et interdit de réfléchir sérieusement. Car en vérité, cette marche a été nettement moins massive qu'annoncée, et se le cacher n'est pas vraiment se poser la seule question qui vaille. Pourquoi? La majorité qui avait là une occasion d'exprimer son mécontentement politique a décidé de ne pas fouler le pavé. Du coup, ultra minoritaire, particulièrement mal élu, archi détesté, Macron est toujours là et dicte sa loi. Les mobilisations pour mettre un coup d'arrêt ne font pas vraiment recette, c'est un fait. Voilà le paradoxe qu'il serait bon, à mon avis, d'éclaircir. Quelques jours plus tard, ce sont les syndicats qui appelaient à manifester et à une journée de grève, CGT en tête, pour les salaires notamment. Les salaires constituent une des premières préoccupations des Français. Macron a refusé d'indexer les salaires sur l'inflation, ce qui signifie que ce sont les salariés qui doivent payer la note. Et pour donner le change, il y a bien les aides ponctuelles, mais cela, dans la durée, ne change strictement rien à l'affaire. Ce sont bien les Français qui doivent payer. C'est le travail qui doit être pénalisé, et surtout pas le capital, les grands patrons ou actionnaires, comme ceux de Total, qui s'en mettent plein les poches en période de crise. Là encore est engagée une guerre des chiffres, mais la réalité est cruelle. Les manifestations ont globalement fait pchit, le paradoxe toujours. Alors pourquoi? On pourrait multiplier les exemples et terminer par la même question. Comment se fait-il que Macron puisse continuer sa politique, l'aggraver même, alors que la majorité, le peuple, ne veut plus du pouvoir en place? Comment se fait-il que le rejet de Macron ne s'exprime ni dans les urnes, ni dans la rue? Plusieurs explications en cours, certaines un peu tirées par les cheveux, d'autres plus sérieuses. Les choses ne vont pas assez mal pour que la masse s'y mette, entend-on parfois dire. Lorsque la majorité aura faim, vous verrez ce que vous verrez, pronostiquent même certains. Mais des dizaines de millions de Français ont déjà faim, pour reprendre l'expression. Les Gilets jaunes, une fois encore, l'ont démontré. Cette explication ne tient qu'à la marge peut-être et ne résiste pas vraiment à l'examen des faits. Autre explication, sans doute plus réelle. Macron est parvenu durant la crise des Gilets jaunes, notamment à les mobilisations sur les retraites aussi, à user de tels moyens de répression qu'il a insufflé la peur dans le peuple français. Oui, mais là encore, l'explication est limitée. La peur n'a qu'un temps, et une fois passée, elle déchaîne des forces décuplées, jusque-là ignorées. Une autre explication encore. Le chacun pour soi et rien pour les autres l'aurait emporté, entend-on encore, sur un ton fataliste. Les Français seraient sourds aux appels à se mobiliser, car étrangers aux notions de solidarité, d'entraide, aux notions de combat collectif. Mais n'est-ce pas regarder le doigt qui montre la Lune et ignorer la Lune elle-même que d'accepter cette explication? Car la question alors est la suivante. Pour quelle raison la majorité ne croit-elle pas pour le moment à l'engagement collectif? Pourquoi certains, nombreux, pensent-ils que ça ne changera rien? Je vais donc me risquer à quelques explications qui ne m'attireront sans doute pas que des marques de sympathie et d'amitié, mais peu importe. Parole libre, vous ai-je dit dès le début. Comment aborder ce paradoxe sans évoquer quelques vérités qui sans doute peuvent fâcher? D'abord, les Français que d'aucuns voudraient prendre pour des veaux ont une mémoire. Que signifie s'opposer à Macron à l'appel d'organisation de personnalités qui ont fait élire Macron? Les Français n'ont-ils pas le sentiment d'être tout de même un peu pris pour des cons, comme on dit? J'exagère? Dans le monde politique, la gauche, qui appelle aujourd'hui les Français à descendre dans la rue, a appelé d'une façon ou d'une autre, toutes tendances confondues, à élire Macron au nom de l'antifascisme, oubliant que c'est Macron qui a fait tirer sur le peuple, que c'est Macron qui prend des mesures dignes
des pires régimes autoritaires, état d'exception et loi d'urgence à répétition par exemple, que c'est encore Macron et personne d'autre qui applique dans les faits les méthodes et la politique reprochées à Le Pen, que c'est lui qui incarne la politique dénoncée à corps et à cri par les antifascistes d'occasion. Cela, non, les Français n'ont pas oublié. Et ils n'ont pas oublié qu'ils paient la note sociale de Macron, de sa politique, dans un deuxième quinquennat qu'ils doivent notamment à ceux qui les appellent donc à se mobiliser aujourd'hui. Dans ce contexte, les Français s'interrogent. Qui à la place de Macron ? Ne sont-ils pas tous un peu les mêmes, puisque tous sont appelés à voter pour lui ? Évidemment, sur quelques questions précises, les différences se font jour. La dénonciation verbale va bon train. Mais de fait, cela n'est pas vraiment pris au sérieux par la masse des Français qui n'en peuvent plus, et qui notamment se sont largement abstenus aux dernières élections. Alors, à quoi bon aller marcher à côté de ceux qui nous ont plongés dans cette situation en appelant à voter pour lui ? Le spectacle donné à l'Assemblée nationale n'est pas vraiment pour renforcer le moral. Alors que sur tous les sujets importants, le gouvernement utilise de l'article 49 alinéa 3 pour faire passer ses mesures sans vote, alors que les motions de censure sont minoritaires les unes après les autres, voilà que la diversion est engagée par toutes les composantes politiques, aboutissant de fait à un consensus pratiquement général. Hier, les violences conjugales, aujourd'hui l'immigration. Des sujets certes très importants, mais instrumentalisés de façon assez incroyable. Regardez bien l'exemple migratoire. Premier acte. Un député du Rassemblement national, lors de l'intervention d'un de ses collègues noirs de la France insoumise, sur les bateaux qui rapatrient des migrants en Méditerranée sur les côtes italiennes, s'écrie qu'ils retournent chez eux. Deuxième acte. On lui reproche d'avoir visé son collègue noir, alors qu'il précise qu'il s'adressait aux bateaux et à ses occupants, des migrants sans papier. Argument au demeurant possible, puisque le pluriel du verbe, le ENT placé à la fin, bien visible à l'écrit, demeure muet à l'oral. Troisième acte. C'est le brouhaha total. On évoque le racisme. Sans n'avoir rien à faire en ce qui me concerne de ce député Rassemblement national, je constate que la volonté de voir des migrants reconduits à leur point de départ est de toutes les façons aujourd'hui interdite. Quatrième acte. Est ainsi placée sous silence la loi programmée pour le mois de janvier ou février par le gouvernement, loi qui propose de légaliser l'arrivée de migrants en France pour prendre les postes de travail inoccupés par les Français. Pas question donc de s'interroger sur les salaires, de s'interroger sur les conditions de travail, ou encore sur la volonté de trouver sans doute un moindre coût salarial et moindre obligation sociale des travailleurs prêts à faire le job, comme on dit. Cela est vieux depuis que le capitalisme domine, qui met en concurrence les travailleurs entre eux pour tirer avantage en détruisant garanties et lois sociales. Mais dire cela est sans doute raciste dans la situation actuelle, n'est-ce pas ? Le cinquième acte n'est pas encore écrit, mais on peut le prévoir. Cette politique d'ouverture des frontières dictée notamment par l'Union européenne, qui ôte toute souveraineté aux États sur la question migratoire notamment, sert de fait le Rassemblement national, dénoncé à corps et à cri. Car c'est vers lui que se tourneront ici les travailleurs, comme ils l'ont fait en Italie avec Giorgia Meloni ou Matteo Salvini, les travailleurs qui se verront entraînés dans une régression organisée. Revenons à notre paradoxe. Le consensus au nom d'arguments humanitaires avec Macron ne fait-il pas partie des obstacles mis en place pour permettre une mobilisation anti-Macron massive ? Et du point de vue syndical, où en est-on ? Eh bien, c'est la débâcle. Les Français savent que Macron va remettre les retraites sur le tapis. Ils ne veulent pas de cette réforme qui ne sert qu'à aggraver le sort des retraités actuels ou futurs en repoussant l'âge de départ et en diminuant les pensions. Mais là encore, ils ont l'expérience. Et la mémoire concernant l'Union européenne, encore et toujours. La réforme de retraite y a été élaborée pour être mise en pratique dans chaque pays, grâce notamment à la Confédération européenne des syndicats, bras armé de l'Union dans le monde du travail. La dernière tentative de réforme, avant la crise du Covid, a été dévastatrice. Elle a vu la CGT et FO d'un côté officiellement contre la réforme, la CFDT de l'autre ouvertement favorable à la réforme Macron. Oui, mais dans la fameuse CES, la Confédération européenne des syndicats, CGT, FO et CFDT siègent côte à côte et discutent dans un esprit qui se veut constructif. Là encore, les Français, les salariés, les ouvriers, les retraités ne veulent pas être pris pour des cons. Les journées d'action, ils ont donné, pour le résultat qu'on connaît. Les grèves de 24 heures à répétition, inefficaces, juste bonnes à faire perdre une journée de salaire, ils en ont aussi fait l'expérience. Ils ne veulent pas des réformes de Macron. Ils ne veulent plus de Macron, oui, mais ils ne veulent pas être baladés pour autant. C'est assez simple et assez logique en fait. Telle est sans doute la cause principale de la situation paradoxale que nous connaissons. Les Français n'en peuvent plus, mais ne savent à quoi se raccrocher pour dénouer la situation. Ce n'est pas une crise d'exigence populaire à laquelle nous assistons, non, mais à une crise de direction permettant d'agir pour dénouer la situation. Une crise de direction, j'exagère ? Quelques faits cruels s'imposent que j'analyse entre autres dans mon opuscule sur le wokisme. Le virilisme mis en avant comme le principal souci des Français en pleine période de récession. Fallait oser, non ? La chasse aux militants condamnés pour leur vie privée avant même que la justice ne se soit prononcée.
la présomption de culpabilité en lieu et place de la présomption d'innocence. Fallait oser aussi, non? Le wokisme triomphant substituant la lutte des races à la lutte des classes. Fallait toujours oser. Et pour la crédibilité, partons pour le caractère cruel, mais cela vaut mieux que tous les développements. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Oui, c'était pour relater une manifestation écologiste contre les bassines, la rétention d'eau pour les gros agriculteurs et dénoncer la répression policière. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Mais sont-ils tous tombés sur la tête? Comment la gauche en est-elle arrivée à ce degré de décomposition qui conduit à la marginalisation? Cette décomposition partagée par tous les courants politiques a une histoire et s'inscrit dans une trajectoire qui mériterait de longs développements. Schématiquement, pour ne pas remonter trop loin, on peut évoquer le mitterrandisme, avec le tournant de la rigueur des années 1982-1983 liant le destin national à l'Union européenne, avec comme effet premier la déréglementation financière, aussi curieux que cela puisse paraître, organisée principalement par la gauche. On peut évoquer le traité de Maastricht et la liquidation de l'intérêt national, de l'industrie, de la métallurgie, de la sidérurgie aussi, du textile entre autres. On évoque souvent l'abandon de la gauche par les ouvriers et les salariés, mais non, n'est-ce pas l'inverse qui s'est produit? L'abandon des ouvriers et des salariés par la gauche, qui pourtant continue de parler en leur nom. Un détour par les années 2010 est éclairant. Une fondation du nom de Terra Nova constituée par une série de patrons rocardiens ou strauss-kahniens, d'intellectuels en vue, de politiques, de syndicalistes, tous de gauche, évidemment, s'assigne alors l'objectif de fournir des idées à la gauche. Une boîte à outils, comme on dit. Une de ces recommandations fera date. Soulignant, je cite, que les ouvriers votent de moins en moins à gauche, elle conclut tout naturellement, je cite toujours, que la gauche doit donc passer des valeurs socio-économiques aux facteurs culturels, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité, la solidarité avec les plus démunis. Eh bien, nous y sommes, la situation actuelle était donc écrite. La gauche, toute tendance confondue, s'est fondue dans le moule Terra Nova des années 2010, en ayant de fait abandonné les ouvriers, leur préférant, au nom du réalisme, je cite encore, les minorités diplômées, des jeunes, des minorités des quartiers populaires, des femmes, des populations urbaines, des populations moins catholiques, tous unifiés par des valeurs culturelles progressistes. Ainsi, l'emploi, le salaire, les conventions collectives, la lutte des classes, tout simplement, voilà qui est rangé au rayon des accessoires archéaux passés de mode. Pour bien comprendre le paradoxe, l'abandon des couches populaires, des ouvriers et salariés par la gauche, il suffit de se pencher sur les politiques de Macron ou encore de Mélenchon pour trouver des points communs qui reprennent des recommandations de la Fondation Terra Nova dans la situation actuelle. Macron est détesté, rejeté par une majorité qui ne parvient pas à s'en débarrasser. Cette majorité de travailleurs de salariés est démunie. Ceux qui se présentent comme une alternative à la Macronie sont inscrits dans le même système, le capitalisme, qu'il s'agirait d'aménager, plus ou moins, pour le rendre acceptable. Pour résoudre le paradoxe qui voit Macron dominer en étant archi-détesté, ne faudrait-il pas en réalité une espèce de Terra Nova à l'envers qui rassemble tous les républicains sincères, attachés à la République sociale et ses principes pour mettre en place des grandes lignes directrices qui défendent les intérêts de la France périphérique, de la France délaissée, qui s'engagent dans la rupture avec le capitalisme, en termes de travail, en termes de salaire, en termes de services publics, de sécurité aussi, en termes d'éducation, de santé, en termes de laïcité, notamment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à la partager, la faire connaître, à permettre que le débat le plus large puisse se mener. Vous pouvez, pour soutenir cette chaîne, cliquer sur le petit pouce bleu et vous abonner pour être informé des nouveautés si ce n'est déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur le site La Sociale où avec quelques amis nous publions analyses, articles, éditos, dossiers. Vous pouvez également prendre connaissance de la revue Socialisme pour les temps nouveaux en écrivant à l'adresse suivante. Enfin, je voudrais revenir sur la sortie de mon dernier opuscule concernant le wokisme, idéologie venue des États-Unis qui s'est emparée d'une bonne partie de la gauche. J'y reviendrai prochainement. Vous pouvez dès maintenant vous le procurer sur le site Amazon pour la modique somme de 5 €. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore pour l'attention que vous portez à cette chaîne et aux vidéos qui y sont diffusées. Portez-vous bien, salut et à la prochaine.